Et donc maintenant, je vais passer la parole Madame la professeure Karine Weiss, qui est professeure en psychologie sociale, spécialisée dans les interactions entre psychologie sociale et psychologie environnementale à l'Université de Nîmes, où elle y effectue ses recherches dans le service Chrome dédié à l'analyse des risques chroniques et émergents. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Votre intervention est intitulée Comprendre les changements de comportement face au changement climatique. Merci beaucoup. Merci à vous. Je prendrai mon masque. Merci. Juste, il faut que je retrouve ma présentation sur l'ordinateur, qui n'est pas celle-ci. Parfait. Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'accueil et l'invitation aujourd'hui. Je suis ravie de faire partie de ce cycle de conférences que je suis depuis un moment maintenant et dont je fais la pub régulièrement sur certains groupes de psychologie environnementale. Donc, effectivement, je vais parler des changements de comportement face au changement climatique. Alors, les comprendre, c'est un enjeu. Je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment les comprendre, mais en tout cas, on va essayer d'avoir quelques clés de compréhension pour avancer sur cette question. Alors, tout d'abord, j'ai essayé de positionner ça de façon un peu plus large pour essayer de saisir un petit peu les enjeux de la psychologie. Qu'est-ce que vient faire la psychologie dans toutes ces questions relatives au changement climatique? Et pour cela, je me suis inspirée d'un travail qui a été fait par Janet Swim et collaborateurs pour l'association de psychologie américaine, et qui, en fait, met bien l'accent sur le fait qu'il y a deux façons de comprendre comment la psychologie s'empare de ces questions relatives au changement climatique. Tout d'abord, une question finalement de la façon dont on va s'adapter au changement climatique avec l'évaluation des risques et les impacts psychologiques et sociaux du changement climatique actuel. Donc, comment on fait pour s'adapter face à ce changement climatique? On en a eu un aperçu avec la présentation précédente. Et puis, une autre approche qui est plutôt une approche on va dire, qui concerne les comportements d'atténuation et qui concerne finalement quels sont les impacts de nos comportements sur le climat, nos comportements individuels notamment, puisqu'en psychologie, on va être plutôt vraiment sur des comportements individuels. Quelles sont nos possibilités d'action et comment donc on peut faire pour limiter ce changement climatique? Alors, on peut schématiser ça de façon un peu plus simple encore, en disant que finalement, il y a une approche par les risques et l'adaptation face à ces risques, donc les conséquences du changement climatique, et puis une approche par nos comportements qui peuvent être les causes du changement climatique et donc qui va concerner les comportements d'atténuation. Une fois que ceci est dit, on peut passer à un modèle un peu plus récent. Donc en 2019, dans un ouvrage qui s'appelle justement « Les comportements face au changement climatique », ces auteurs ont montré que finalement, on a un ensemble de facteurs qui permettent d'expliquer les comportements face au changement climatique. Un premier ensemble de facteurs qui va concerner la perception du risque, puisque, je viens de le dire, l'idée, c'est de savoir comment on va se comporter pour faire face à ce risque, et c'est ce qu'on a vu aussi précédemment. Et donc, la perception du risque, les risques liés au changement climatique, sont notamment liés à l'expérience qui peut être liée au climat, par exemple le fait d'avoir vécu une catastrophe naturelle liée au climat et de l'attribuer à ce changement climatique ou pas, et la confiance dans les mesures qui sont prises par le gouvernement. Alors en rouge ici, à chaque fois, c'est des choses qui viennent plutôt nous faire résister au changement. Et puis, on va aussi avoir la perception du changement climatique. Comment est-ce qu'on perçoit ce changement? Est-ce qu'on est plutôt convaincu, malgré le fait que notre rationalité devrait nous faire croire ou penser que le rapport du GIEC, par exemple, est quelque chose d'assez certain? Ou est-ce qu'on est plutôt climato-sceptique? La perception des incitations, c'est-à-dire des incitations gouvernementales, notamment le fait qu'on puisse avoir des primes énergie si on change notre système de chauffage, par exemple, à la maison. Nos habitudes, là aussi, qui sont une force de résistance au changement. Un sentiment d'efficacité personnelle. Est-ce que ce que je fais, c'est efficace? Est-ce que finalement, agir individuellement, ça sert à quelque chose? Ou est-ce qu'il faut plutôt que ce soit les gouvernements, les industries qui agissent? Finalement, je n'ai pas grand-chose à faire. Et puis les normes sociales, on va en parler pas mal. Alors, dans ce modèle, j'ai choisi
justement de m'intéresser à 2 aspects spécifiques parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et puis parce que c'est ce qui m'intéresse le plus également. La perception du changement climatique, j'en dirai quelques mots et puis surtout ces normes sociales, ces fameuses normes, puisque je suis, plutôt dans le domaine de la psychologie sociale et c'est ce domaine-là qui m'a le plus intéressée parmi les travaux que je vais vous présenter. Alors la perception du changement climatique, malgré le fait, madame Desbiolles a dit tout à l'heure qu'on était sûr maintenant, il n'y a pas d'incertitude, mais si, en fait, il reste des incertitudes sur les effets du changement climatique à long terme, puisque l'on considère que si l'on modifie nos comportements, peut-être on peut faire changer les choses. Parce que les impacts, aujourd'hui, ils ne sont pas ou très peu perceptibles directement. On peut avoir des épisodes de canicule, mais là, il fait plutôt froid, donc on se dit que finalement, le réchauffement, c'est pas tout à fait ça. Et puis, on a du mal à identifier un problème au niveau global plutôt qu'à un niveau local. Donc tout ça fait qu'on a un peu de mal à cerner à quoi correspond ce changement climatique. Et puis, par rapport à tout ça, les modes d'information, de communication, les médias, les réseaux sociaux numériques, tout ça, ça va nous donner plein d'informations qui sont parfois contradictoires et puis qui vont nous parler de choses qui sont très éloignées de nous. J'ai mis ici 2 photos qui illustrent un peu ces communications médiatiques sur le changement climatique. Ce fameux ours polaire mort de faim sur son petit glaçon, on l'a vu plein de fois cette image-là, mais qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit sur ce que nous devons faire? C'est très éloigné de nous et ça ne nous dit pas forcément grand-chose. De la même façon, ces images désertiques ne nous parlent pas forcément. Alors les incertitudes, c'est aussi, quand est-ce qu'on va sauver la planète? Quand est-ce qu'on doit sauver la planète? Quand est-ce qu'on doit agir pour sauver la planète? Depuis 1990 au moins, on nous dit qu'on a 10 ans pour sauver la planète. Nous sommes en 2021, donc on a toujours 10 ans pour sauver la planète, à peu près. En 2018, l'interprétation du GIEC dans les médias nous disait encore ça. Alors bon, si tous les ans, on a encore 10 ans pour sauver la planète, finalement, bien, notre perception du changement climatique reste quelque chose qui est vraiment lié à un certain niveau d'incertitude. Les discours médiatiques, comme je l'ai dit, sont peu convaincants, soit parce qu'ils sont, comme sur l'image de gauche, très rationnels et vont nous donner des chiffres que finalement nous avons peut-être du mal à interpréter, même s'ils paraissent très clairs. Ici, on voit l'écart à la normale des températures moyennes depuis 1990, en considérant que la normale, ce serait ce qui s'est passé entre 1960 et 1990. Et on voit bien que depuis les années 90, eh bien, les écarts à la normale sont plus nombreux et vont dans le sens uniquement du réchauffement. Ou alors cette fameuse image, encore une fois, de mon petit ours polaire sur son glaçon, qui est censé générer des émotions et nous faire dire que peut-être il faut faire quelque chose. Mais nous ne sommes ni rationnels ni émotionnels, mais un peu des 2. Peut-être que mon collègue après en parlera. Et donc on va avoir du mal à gérer, ces informations quand elles sont soit trop rationnelles, soit trop émotionnelles. Un autre exemple pour, montrer finalement que nos perceptions, sont aussi liées à, d'une certaine façon, ce que nous pensons, à certains biais cognitifs qui seraient un biais de confirmation. Par exemple, quand on a l'information qui concerne des catastrophes naturelles, comme ici une tempête, bien sûr, on est convaincu du changement climatique. On va penser que le lien est évident avec le changement. Et si au contraire, on est plutôt climato-sceptique, on considérera qu'il n'y a aucun lien de cet événement avec le changement climatique. On va avoir tendance à confirmer ce que nous pensons déjà et à trouver les informations qui nous permettent de confirmer ce que nous pensons déjà. Alors ça, c'était pour parler de la perception du changement climatique. On voit que déjà, c'est très complexe, qu'il y a pas mal d'éléments qu'on ne maîtrise pas et on a encore beaucoup à apprendre là-dessus. Alors maintenant, quand on passe au comportement, la première question que j'ai envie de poser, c'est de quel comportement est-ce qu'on parle? Parce que finalement, si on vous dit que vous devez agir pour contrer l'urgence climatique, est-ce que vous savez quoi faire? Est-ce que vous savez quel est le comportement que vous devez mettre en œuvre, s'il y en a un? Quel est le comportement principal que vous voudriez mettre en œuvre pour contrer ce changement climatique? Ou alors, s'il y en a plusieurs, quels sont les comportements, dans l'ordre, par exemple, si vous deviez les classer dans l'ordre voilà, d'importance, que vous pourriez mettre en œuvre, vous, à votre niveau individuel, pour contrer le changement climatique? Alors, on sait que ces comportements, qu'on a longtemps appelés comportements pro-environnementaux ou écologiques, ou qu'on va appeler aujourd'hui d'actions climatiques, ben, ils ne sont pas corrélés entre eux. Ça, on le sait déjà depuis longtemps. Et puis, ben, il va falloir un peu distinguer les choses. Alors, on peut distinguer au moins, comme je l'ai fait sur cette diapo, les comportements de réduction d'impact c'est-à-dire qui vont consister en des changements d'habitude, par exemple,
éteindre la lumière en sortant des pièces, ne pas faire couler l'eau pour rien, etc. Donc, on change nos habitudes, ce sont des petits pas. Ou alors des comportements qui visent l'efficacité et par exemple en faisant des choix qui impliquent des actions uniques. Je fais installer des panneaux solaires sur ma maison, ça va me permettre de faire des économies d'énergie et donc ça c'est une action que je vais faire une fois, mais qui va être beaucoup plus coûteuse. Bon, déjà on voit bien qu'on ne parle pas tout à fait de la même chose, mais même dans chacune de ces familles de comportements, il va y avoir encore un certain nombre de choses qui seront différentes et encore une fois peu corrélées. Alors, une autre question qui nous vient à l'esprit, c'est pourquoi est-ce qu'on agit? Qu'est-ce qui va nous pousser à agir? Et là, je vais faire référence à un modèle que je trouve assez robuste pour expliquer les comportements, le modèle de Lindenberg et Steg, qui s'appelle le modèle des buts cadres, et qui nous dit finalement on a 3 motivations principales à agir. Motivation hédoniste, on agit parce que ça nous fait plaisir, ça nous fait du bien. On agit, deuxièmement, pour des motivations économiques. Et enfin, troisièmement, on agit parce qu'on agit en fonction de la norme sociale, pour faire comme les autres, pour être intégré dans notre groupe, pour être bien vu par les personnes avec lesquelles on vit, que l'on est amené à rencontrer. Donc, 3 motivations principales, des buts hédonistes, économiques ou normatifs, agir de façon appropriée par rapport à notre groupe d'appartenance. Vous vous en doutez, c'est surtout ce 3e but qui m'intéresse, mais pourquoi? Parce que les buts hédonistes et économiques sont les plus solides. Le plaisir continuera d'exister dans notre vie, je l'espère en tout cas. Le but économique est assez costaud aussi, hein, le fait de gagner de l'argent ou d'avoir des gains, quels qu'ils soient, pas forcément financiers, mais d'avoir des gains, ça fait partie de ce que nous recherchons. Alors que le but normatif est plus complexe et surtout, il est plus sensible au contexte. Et donc, c'est ça qui intéresse les psychologues sociaux, c'est le fait que ce but normatif, on va pouvoir aussi l'activer en activant des normes. On va pouvoir l'activer aussi avec la présence des autres, en regardant ce que font les autres. Et donc, il est vraiment très sensible au contexte et notamment au contexte social. Et puis, j'ai noté ici que souvent les comportements pro-environnementaux nécessitent des efforts, ils sont difficiles à mettre en œuvre, ils sont coûteux. Et donc, lorsqu'ils sont effectivement difficiles à mettre en œuvre et coûteux, eh bien, justement, le renforcement normatif risque d'être quelque chose d'assez efficace. C'est ce que nous ont montré donc ces auteurs. Alors, ces buts normatifs, ils vont passer par les normes sociales qui fonctionnent avec un effet de comparaison sociale. C'est-à-dire, je me compare aux autres, souvent, pour savoir quoi faire, pour savoir comment penser, pour savoir ce que font les autres dans une situation, et j'ai tendance à me comporter comme les autres. Ça fait partie de notre vie sociale. Alors du coup, on peut regarder comment se fait la communication sur les comportements pro-environnementaux. Et puis on va voir ce type de communication qui nous montre ce que les autres font et que c'est pas bien. Et ça, a priori, c'est pas une super communication en fait. Désolée pour l'organisme qui l'a mis en place. Mais si on considère les travaux de Cialdini et collaborateurs depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, ça, c'est ce genre de com va activer une norme, ce qu'on appelle une norme descriptive, qui nous montre, donc qui nous décrit ce que font les autres en disant les autres ne trient pas, elle n'a pas le temps, mais pourtant, ce qu'il faut faire, c'est trier les déchets, par exemple. Et donc, en activant ici la norme descriptive qui est de dire les autres ne le font pas, finalement, vous gardez dans votre tête les autres ne le font pas, moi je ne le fais pas. Alors qu'une autre façon de travailler, c'est de travailler sur les normes plutôt injonctives, c'est-à-dire d'associer des normes, cette norme descriptive à des normes injonctives, en disant ici, par exemple, on voit souvent ça dans les hôtels, aidez-nous, comme nos clients, aidez-nous à protéger l'environnement. 75% des personnes ayant occupé cette chambre ont évité de faire laver leur serviette de toilette tous les jours. Vous aussi, vous pouvez les rejoindre, blablabla. Bla, bla, bla. Donc là, on vous dit, regardez ce que font les gens, c'est vachement bien, il faut que vous fassiez pareil. Et donc là, on va activer cette norme-là en disant, non seulement regardez ce que font les gens, la norme descriptive, et en même temps, faites-le, norme injonctive. Il faut que vous rentriez dans ce cadre-là, c'est ce qu'il faut faire. Donc ces travaux qui ont suivi donc, les travaux de Cialdini, ici je vous présente rapidement une étude qui a été faite par Schulz, Cialdini encore et d'autres collaborateurs, ont montré que les normes sociales pouvaient avoir un impact sur la consommation d'énergie en travaillant sur justement cette norme descriptive seule ou le fait d'activer une norme descriptive et injonctive. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont travaillé sur 290 ménages en Californie. Chaque ménage recevait
des informations sur sa propre consommation, combien je consomme de kilowatts dans une période précédant la manip, quelle est la consommation moyenne du quartier, des gens dans mon quartier durant cette période, et quelques suggestions pour réduire ma consommation. Ici, on a bien les normes descriptives. Qu'est-ce que font les autres et comment je me situe par rapport aux autres? Est-ce que je suis plutôt haute ou plutôt basse par rapport à cette moyenne? Et puis, dans une deuxième, donc l'autre moitié des ménages a reçu les mêmes informations, mais avec une petite émoticône smiley, si ma consommation est en dessous de celle des autres, ou au contraire, émoticône pas contente, si on est au-dessus. Et là, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe que lorsqu'on a uniquement activé la norme descriptive, eh bien, on a un effet ce qu'on appelle de normalisation, c'est-à-dire que ceux qui avaient une forte consommation, ici en bleu, vont réduire leur consommation pour se rapprocher de la moyenne, mais ceux qui avaient une faible consommation vont augmenter leur consommation pour se rapprocher aussi de la moyenne. Donc on a des effets qui ne sont pas super parce que finalement, ça marche dans les deux sens, on va essayer de se rapprocher de la moyenne. Alors que quand on va activer la norme descriptive et injonctive, eh bien, les effets sont différents. L'échelle n'est pas tout à fait la même sur les deux schémas, attention, mais on voit bien qu'il y a beaucoup moins de personnes avec une faible consommation qui augmentent. En tout cas, la consommation plutôt augmente moins en utilisant la norme injonctive qui est ici matérialisée juste par un émoticône. Donc ça, c'est pour rapidement vous montrer que finalement, ces effets sont quand même assez intéressants et peuvent nous apporter un certain nombre d'éléments pour comprendre justement comment on va se positionner par rapport à ces normes sociales et par rapport à, par exemple, ici, notre consommation. Alors du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette expérience a donné suite à des relevés qui ont été appelés relevés sociaux, qui donc sont apportés, sont distribués aux consommateurs et où on voit un exemple ici à droite, des relevés sociaux qui comprennent ces informations sur les comparaisons sociales et qui disent, ben, ici, par exemple, voilà votre consommation, vous êtes 41e, etc. Donc voilà, ça vous positionne par rapport à vos voisins et par rapport à votre quartier ou au reste de la population. Il semblerait que l'effet soit assez flagrant, comme dans l'expérience précédente, un effet immédiat intéressant. Mais par contre, après une semaine après avoir reçu ce relevé, bien, on a un peu oublié. Et donc, il y a un effet de récidive avec à nouveau une augmentation de la consommation. Donc, il faudrait recevoir systématiquement ce type de relevé. Et donc, c'est quelque chose qui est difficile à mettre en œuvre parce que finalement, cette activation des normes, eh bien, elle n'est pas pérenne dans le temps. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu dommageable par rapport à ce type de manipulation. Alors, j'ai fait plus de diapos que nécessaire parce que je surveille le temps. Donc, c'est une des limites de l'approche normative, hein, le comportement pro-environnemental, il est incertain dans le temps, il nécessite un soutien social chronique et important, c'est ce que je viens d'expliquer. Et en plus, cependant, le comportement pro-environnemental est guidé par ces normes et il est guidé aussi par un certain nombre de valeurs dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais qui vont un peu dans le même sens que cet aspect-là. Un autre aspect aussi qui nous dit que finalement c'est très complexe et beaucoup plus complexe que ça, c'est que l'influence d'une norme injonctive, comme je viens de vous l'expliquer, elle peut être complètement inhibée lorsque la violation d'une autre norme peut être observée. Par exemple, ici, sur cette photo, j'ai essayé de trouver une illustration d'un environnement dégradé avec voilà, des affiches, des vieilles affiches, une poubelle qui déborde, etc. Bien, dans un environnement comme ça, on aura tendance à plus jeter des déchets par terre, à être moins pro-environnemental, on va dire. Comme ici, même si on vous dit que vous avez une amende si vous jetez des déchets par terre, en voyant ça, on aura tendance à ne pas respecter cette injonction et plutôt à aller dans un autre type de comportement. Alors du coup, ce que nous disent Lindenberg et Steg, c'est on peut quand même essayer de renforcer les buts normatifs, mais pour ça, on va essayer dans les communications notamment d'éviter les normes morales abstraites. Quand on dit par exemple « protège la planète », qu'est-ce que ça signifie? Je reviens un peu à ma question du début. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? C'est complètement abstrait, ça n'a pas trop de sens finalement, ça ne nous éveille rien de concret. Et donc ça, il faut éviter si on veut vraiment avoir un discours qui est intelligible.
On va essayer d'éviter l'ambiguïté aussi. Le tri des déchets, par exemple, c'est parfois un peu compliqué. Je ne sais pas ici en Belgique, mais chez nous, ça change d'une ville à l'autre, c'est jamais pareil. Personne ne sait jamais dans quelle poubelle mettre quoi. Donc, c'est un comportement finalement qui semble simple, mais qui n'est pas si simple que ça à mettre en œuvre. Et enfin, il faut rendre aussi des buts compatibles. Par exemple, ici, le but économique et écologique, il est souvent potentiellement compatible, puisque faire des économies d'énergie, comme son nom l'indique, ça fait des économies et c'est aussi bon pour l'environnement. Donc voilà, on peut travailler justement sur des compatibilités de buts. Mais ces compatibilités de buts, elles ne sont pas toujours évidentes parce qu'on vit dans un monde où on a deux normes sociales qui sont opposées. Donc la norme écologique dont je viens de parler, puisque finalement dire faire attention à l'environnement, sauver la planète, c'est bien, c'est quelque chose qui est accepté socialement. Mais on a une autre norme qui est hyper présente dans notre environnement, c'est la norme de consommation. Comment on fait pour faire en sorte que ces deux normes soient compatibles? C'est une injonction paradoxale, hein, consommer, allez-y, consommer, c'est Noël, là, on va faire des achats, c'est les fêtes de fin d'année, on consomme à fond. Mais par contre, il faut faire attention à la planète et il faut avoir des comportements écologiques. Et donc, face à cette injonction, on peut avoir une forme de dissonance. Comment on fait pour s'en sortir face à ça? Par exemple, est-ce qu'on va plutôt aller vers des innovations technologiques, c'est-à-dire, ma voiture pollue, c'est un diesel, je vais acheter une voiture électrique. Donc, est-ce que je vais vers ça? Ou au contraire, est-ce que je vais plutôt changer mes habitudes et plutôt aller travailler à vélo et faire en sorte que finalement mon comportement change? Ça, je mets cet exemple ici et j'ai bientôt terminé parce que, un certain nombre, plusieurs sondages ont montré que, au moins 30 des personnes considèrent qu'on va pouvoir justement réguler le changement climatique grâce à des innovations technologiques. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Est-ce que justement c'est ça, il faut consommer encore plus pour pouvoir justement consommer des innovations technologiques et puis avoir la conscience tranquille? Est-ce que c'est une façon de considérer qu'effectivement on peut continuer dans le même mode de fonctionnement ou au contraire, est-ce qu'il faut changer nos habitudes? Et donc ça nous amène vers la question du greenwashing, puisque effectivement nombre d'entreprises vont aller vers ça. Est-ce que, on va nous aussi consommateurs aller vers ça? Ou est-ce qu'on peut avoir une consommation éco-responsable? On a appelé tout à l'heure en disant que c'était un oxymore et j'ai mis cette photo à droite ici pour illustrer et pour terminer là-dessus. C'est une photo qui a été prise pendant les manifs des lycéens, c'était juste avant le début de la crise Covid, qui donc étaient très fiers, et par exemple ici, de montrer sur leur smartphone qu'elles agissaient ici, les lycéennes, pour le climat. Et ça veut dire, donc ici, le smartphone reste un objet technologique de consommation, on en change très souvent, enfin, on sait très bien tous les problèmes que cela peut poser. Voilà, ça illustre très bien ces difficultés et ces paradoxes que l'on a finalement dans nos modes de vie, les injonctions que l'on peut avoir pour agir et pour changer nos comportements et finalement, qu'est-ce que l'on est capable de faire? Et vous voyez, j'ai posé beaucoup de questions, je n'ai pas forcément apporté beaucoup de réponses, mais je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Karine Weiss, pour cette très belle présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Questions de clarification? On a le temps pour une petite question. Moi j'ai une question, si je peux. Même si on aura le temps de la discussion tout à l'heure, mais on a parlé donc enfin, vous avez mentionné l'importance de ne pas avoir des normes trop abstraites et donc de rendre en fait finalement ces injonctions assez spécifiques. Est-ce qu'on a des informations sur la possibilité de la généralisation de ces effets d'injonctions plus spécifiques à d'autres cas? Parce que par exemple, on peut trouver des injonctions spécifiques sur le chauffage, comme on disait, mais est-ce que ces comportements-là vont pouvoir être généralisables ou est-ce que finalement ils restent, ils vont avoir un impact uniquement sur ce spécifiquement sur quoi ils ont été invités à réagir? A priori, non, ils ne sont pas généralisables puisque s'ils sont très concrets, c'est qu'ils vont s'adapter à ce comportement-là. Et puis comme je l'ai dit, il y a pas mal d'études qui ont montré que les comportements ne sont pas vraiment corrélés entre eux. Aussi parce qu'on ne va pas forcément faire le lien entre le comportement et ses conséquences.
On va faire le lien ici, par exemple, sur l'exemple que vous donnez sur le chauffage, sur le fait que j'ai pu faire des économies d'énergie. Je le vois sur mes factures, je le vois, voilà, c'est très concret. Mais en revanche, il est peut-être difficile de considérer quel impact ça a sur l'environnement à un niveau plus global. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué de faire le lien entre ce comportement-là et d'autres comportements, comme par exemple les économies d'eau, tout simplement, ou les transports, etc. Et voilà, ça explique que finalement, chacun va privilégier plutôt un certain type de comportement parce que il est capable de le mettre en œuvre. Je parlais d'efficacité personnelle dans le modèle que j'ai présenté au début et effectivement, ça, c'est quelque chose d'assez important parce que, c'est un choix que l'on peut faire, mais ça va être difficile de faire ces choix-là sur, toute une gamme de comportements et finalement, on a aussi des effets, un peu pervers du fait de dire: «Bon, ben, je fais plein d'économies d'énergie, je consomme différemment, je consomme que des choses d'occasion et cetera, donc je prends l'avion». Voilà, on a des effets de compensation et c'est un peu ça aussi quand je parlais d'une forme de dissonance en disant on va pas forcément être capable ou se sentir capable d'agir sur tous les niveaux et donc on va faire des choix et avoir un peu en tête qu'il y a un effet de compensation et donc voilà, ça fait partie aussi, de ces effets pervers un petit peu. Merci beaucoup.